Nous allons nous intéresser cet après-midi à des retours d'expérience qui vont nous permettre de faire état du dialogue environnemental. Et notre grand témoin de l'après-midi qu'on est très heureux d'accueillir, c'est Daniel Châtaignier. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre grand témoin de l'après-midi. Vous êtes professeur de physique à l'université de Caen-Normandie, chercheur au laboratoire CRISMAT du CNRS et coordinateur du collectif scientifique national de la méthanisation raisonnable. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est ce collectif pour commencer, Daniel? Oui, raisonnable, hein, j'y tiens. Merci pour l'introduction. Merci de m'avoir invité ici. Euh, c'est assez simple. Le collectif scientifique a été créé sous l'impulsion des riverains parce qu'ils avaient besoin d'y voir clair et ils avaient besoin d'une vue indépendante, indépendante de tous les biais qu'on peut imaginer quand un scientifique se prononce. Donc, on a essayé comme ceci de regrouper l'ensemble des scientifiques qui avaient œuvré, parce que certains sont en retraite ou qui sont encore en activité, qui avaient œuvré en sciences dans un laboratoire, dans une université ou un laboratoire de recherche. Et en fait, ça nous a amené comme ceci à avoir une trentaine de membres aujourd'hui qui regroupons toutes les disciplines qui sont nécessaires à la compréhension de la méthanisation. Donc la physique, ça c'est peut-être mon dada, mais des agronomes, des microbiologistes des sols, des hydrogéologues, des chimistes, des gens qui sont plus archéologues parce qu'il en faut. Bref, j'en passe, mais je vous donnerai tous les transparents que j'ai en ma disposition parce qu'en plus d'être indépendant, l'indépendance nous garantit d'être entièrement ouvert, donc on vous distribue tout gratuitement et surtout on attend vos retours. Mhm, mhm. Alors, on va peut-être commencer par votre avis global sur cette méthanisation. On a bien une petite idée avec votre introduction, mais quel est l'avis, votre avis en tant qu'enseignant-chercheur et au nom de ce collectif, votre avis sur la méthanisation? Alors, mon avis personnel déjà, hein, parce que bien sûr, quand on est un collectif, on a plusieurs avis. Donc, mon avis personnel, c'est que tout ce qu'on a entendu ce matin, finalement, est strictement vrai, au sens où on a évidemment la possibilité d'utiliser la méthanisation si on met un curseur très très bas, c'est-à-dire si effectivement on se contente de méthaniser des vrais déchets, ce qui est absolument plus du tout le cas aujourd'hui. Et si on utilise l'énergie qu'on en retire, pas l'énergie qu'on produit, hein, l'énergie, ça ne se produit pas, mais l'énergie qu'on en retire, on l'utilise uniquement en circuit court, ce qui est non plus pas du tout le cas aujourd'hui. Euh, avec les contrôles qu'il faut pour éviter toutes les dérives. Eh bien, quand on compare cet état, ces désirs qui sont les désirs minimums pour pouvoir assurer une filière cohérente, à la réalité des faits, effectivement, on voit qu'il y a un contraste sévère qui est en défaveur de la méthanisation de manière claire, que ce soit d'un point de vue agronomique, énergétique ou environnemental. Et tout ça, on peut le démontrer, il y a des quantités de publications, hein. Nous, on passe notre temps à éplucher. Donc, ça, c'est mon avis personnel. L'avis collectif du CSNM, je crois, alors Jean-Pierre Joigny qui parlait ce matin en fait partie, hein, il fait partie du greffe mais aussi du CSNM. Il a très bien dépeint les activités, le côté énergétique. Euh, le collectif scientifique a à peu près les mêmes avis que ceux que moi je viens de vous énoncer. Le seul bémol sera peut-être un petit peu sur certaines personnes qui auront tendance à mettre le curseur un peu plus haut ou même un peu plus bas. Mais je crois être à peu près dans la moyenne de ce qui est raconté au CSNM. Euh, maintenant, les faits, parce que je crois que je dois parler à peu près un quart d'heure, hein, si je ne m'abuse. Euh, je peux peut-être vous partager un écran pour vous montrer quelques petits trucs.
En réalité, c'est très rapide, mais ça a le mérite d'exister. Depuis qu'on a été créé, on relève scrupuleusement l'ensemble des faits de la méthanisation en France, voire hors France, mais de manière un peu moins assidue. En France, on a relevé 485 accidents depuis 1990. Hein, c'est le graphe que je présente ici. Je vais le mettre, pardon, en plein écran. Euh, Ces 485 accidents sont répartis sur un peu moins de 300 sites de méthanisation en France. Aujourd'hui, en France, il y a 1938 méthaniseurs en fonctionnement. On a une database qui est, je pense, assez complète, en tout cas probablement la plus complète. Euh, Tous ces accidents-là sont divers et variés. Je vais dépeindre des grandes lignes, mais sans vouloir m'appesantir là-dessus. Tous ces accidents qui ont eu lieu depuis 1990 lors de l'apparition des premiers méthaniseurs ont eu une tendance sévère à l'augmentation depuis 2014. Et en réalité, ça correspond à Stéphane Le Foll et à l'ouverture du robinet des subventions. Hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Depuis qu'on a ouvert les subventions, le nombre de méthaniseurs, certes, croît. Il y en a de plus en plus en fonctionnement, mais le nombre d'accidents croît aussi. Donc, c'est loin de l'image d'une filière mature telle qu'on voudrait nous la faire croire. La réalité, c'est que ce nombre d'accidents qui augmente, on le voit bien sur cette courbe-là, augmente beaucoup plus à cause des méthaniseurs agricoles qu'à cause des méthaniseurs industriels et augmente plus vite en rapport que le nombre de nouveaux méthaniseurs en fonctionnement. J'en veux pour preuve que si vous comptabilisez, jusqu'en 2014, on avait à peu près un petit peu moins de 6 incidents pour 1000 méthaniseurs chaque année. Et depuis 2015, on est à presque 48, c'est-à-dire 8 fois plus, plus de 8 fois plus. Donc, je ne sais pas comment on doit l'interpréter réellement. Est-ce qu'on doit dire qu'on travaille 8 fois plus mal? J'en suis pas persuadé, mais pourquoi pas. En tous les cas, on travaille mal, c'est sûr. Et ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à la conception française de la méthanisation, puisque c'est noté partout au monde. En Europe, ceux qui sont dans le top 3 sont l'Allemagne, l'Italie et la France, en termes de nombre de méthaniseurs et en termes d'accidentologie aussi. Donc clairement, on travaille mal. Mais c'est inhérent à la méthode. On ne peut pas travailler bien avec la méthanisation pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir. Euh, Quand je pondère donc par le nombre de méthaniseurs, chaque année, vous voyez que le nombre d'accidents par méthaniseur augmente, alors que la filière devrait devenir plus mature, puisque le nombre d'années s'écoulant. Est-ce que c'est dû à une prise de risque supplémentaire? Je pense que oui. C'est-à-dire qu'on s'engage dans des processus où on a à gérer du génie des procédés alors que l'on n'est qu'agriculteur. On n'a pas le background nécessaire pour assumer une panne quelle qu'elle soit en quelque sorte. Est-ce que c'est un travail sérieux? Ça, je vous laisse y répondre. De- Alors, clairement, on ne regarde pas l'historique de ce qui s'est passé avant, à tel point que la database de l'État, qui s'appelle le BARPI, hein, l'ARIA, qui recense tous les accidents, est très peu alimentée de manière volontaire, telle que cela devrait se produire pour améliorer la filière. Le retour d'expérience est très faible, alors que nous sommes obligés de dire à l'ARIA, vous voyez, là, il y a un problème. Non, ce n'est pas logique. Quels sont ces accidents? Si on voulait classifier tout ça dans des grandes lignes, on va avoir les incidents tels que les incendies en première place et les pollutions olfactives. On le classe bien dans des accidents. Hein. Quand quelqu'un respire divers gaz, sur le long terme au moins, il y a des problèmes. Les fuites, les pollutions d'eau, il y a eu plus d'une pollution aquatique avec mortalité de poissons par mois depuis 2021.
c'est-à-dire des tonnes de poissons qui disparaissent, hein, et des tonnes de biodiversité. Il n'y a pas eu trop de morts, il y en a eu 4. Bon, c'est pas. Vous voyez, les pollutions olfactives, les incendies, tout ça est très bien répertorié. Vous verrez, parce qu'on est indépendant, à chaque fois que l'on dit quelque chose, nous, on se réfère à des références scientifiques ou des références de journaux de presse quotidienne, hein. Euh, J'allais dire, c'est pas le cas de toutes les institutions qui veulent nous faire croire aux bénéfices de cette méthanisation. L'accidentologie est sévèrement impactée par les grands groupes. Engie arrive en tête, puisque Engie, c'est GRDF qui ont racheté Volvé, qui est très présent en Bretagne. Le SIAAP, ça c'est principalement à cause de HR autour de Paris, en Île-de-France, parce qu'ils gèrent mal leur step. Puis Total Energy qui a acheté Fonroche, mal leur en a fait, puisque du coup ils se retrouvent en tête. Bionerval, Saria, et puis il y a un cas particulier, hein, qui est un petit peu plus loin, qui est Launois-Eta, qui est un agriculteur. Mais disons, tous les grands groupes sont les responsables majeurs des accidents de méthanisation, et tous les grands groupes se lancent dans l'injection, pas dans la cogénération. Donc clairement, on ne va pas dans le bon sens. De la même manière, si on pondère le nombre d'accidents par le nombre de méthaniseurs en service dans chaque catégorie, on s'aperçoit que l'injection est en fait euh, le procédé qui génère le plus d'accidents. J'aurais pu le faire par région, mais comme vous venez de toutes les régions, je vais le faire défiler. Vous voyez que toutes les barres rouges ici sont des barres à éviter en principe, qu'on n'arrivera jamais à éviter, parce qu'intrinsèquement, la méthanisation est une méthode où les fluides qui sont en présence sont très agressifs, alors que les matériaux qui sont là pour contenir les fluides, eux, ont une durée de vie qui est relativement faible vis-à-vis de ces fluides corrosifs. Vous voyez, toutes les régions sont impactées, sauf la Corse, parce qu'ils sont un petit peu à part, mais on pourrait répercuter cela en Allemagne et partout ailleurs au monde, ça, on aurait le même type de diagramme. Alors, la répartition géographique des accidents est assez homogène. Vous l'avez vu sur la cartographie. Alors, est-ce à dire qu'on travaille mal partout ou est-ce que c'est intrinsèque à la technique? Eh ben, moi, je ne crois pas qu'on travaille mal partout. Je crois même que beaucoup des agriculteurs méthaniseurs ont le souci de bien travailler, mais que c'est très difficile à gérer quand on a une méthodologie qui, vieille de 150 ans, n'a jamais émergé et pour cause. Euh, En typologie, les grosses structures donc, sont les plus accidentogènes et les injecteurs, qui sont les plus gros, sont donc plus accidentogènes. Le moteur principal du fait que on ne travaille pas très bien, c'est la subvention à la construction puis au rachat du gaz. Qu'est-ce qui pousse finalement? Ce qui pousse, c'est d'avoir des sous, c'est bien normal, mais ça laisse aussi les personnes qui gèrent les méthaniseurs travailler un petit peu de manière pas très, très sérieuse. Et j'ai, par exemple, un agriculteur qui m'a appelé il y a à peu près un mois et qui me dit on me poussait à mettre n'importe quoi dans le méthaniseur, à dépasser les 15%, à dépasser l'autorisation, et j'ai démissionné. Alors que c'était lui le monteur du projet au départ. On nous a poussé à faire des méthaniseurs et aujourd'hui, on est complètement laissé tomber. Alors ça, c'est Silver Adam, qui est membre de l'AMF. Je trouve ça un peu fort de sa part, mais ma foi, eux-mêmes le disent. La réalité, c'est que ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas pour des raisons physiques, parce qu'on veut demander beaucoup trop d'énergie à cette filière par rapport à ce qu'elle est capable de fournir à surface limitée telle que celle de la France. Donc on n'arrivera à rien. Et il y a un moment où effectivement il y a une question sociétale qu'il faudra se poser, celle des riverains. Et dans les riverains, évidemment, il y a les agriculteurs. Et dans les agriculteurs, évidemment, il y a les agriculteurs méthaniseurs qui sont, eux, au contact du méthaniseur et donc qui sont pas les plus vulnérables, mais les plus touchés. Hein. Dans 15 ans, 20 ans, 30 ans,
on viendra se demander pourquoi est-ce qu'il développe tout un tas de problèmes ORL et la relation de cause à effet sera là. Je vais juste m'arrêter parce que je pense que déjà ça peut peut-être te donner, Pauline, envie de réagir. Alors, on va pas réagir tout de suite, mais on va passer sur des questions de terrain et on vous re-questionnera tout à l'heure, de même que nos premiers interlocuteurs. Merci, Daniel, pour cette première présentation très intéressante. C'est bien de pouvoir resituer, notamment avec des chiffres, la méthanisation aujourd'hui.